Oubliez à peu près tout ce que vous pensiez savoir sur l'esclavage en Afrique. Ce qu'on va voir ensemble, ça va bousculer pas mal d'idées reçues. On va parler de la servitude bien avant que la traite transatlantique ne vienne tragiquement tout redessiner. Imaginez un instant. Est-ce qu'un captif pourrait devenir général? Ou bien un conseiller du roi? Voire même un souverain? Eh bien la réponse, dans beaucoup d'empires africains, c'est un grand oui. Et c'est cette réalité assez incroyable qu'on va décortiquer maintenant. Allez, on commence. On va d'abord se pencher sur une histoire de la captivité qui est, disons, très différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre. Un récit qui change vraiment la perspective. Pour bien comprendre, il faut partir d'un constat, qui est simple, mais en même temps absolument crucial. Dans une grande partie de l'Afrique précoloniale, les systèmes de servitude n'avaient rien, mais alors rien à voir avec l'esclavage marchandise. L'idée qu'un être humain soit réduit à un simple bien matériel comme aux Amériques, c'était quelque chose d'étranger pour beaucoup de ces sociétés. Et le concept clé pour vraiment saisir cette nuance, c'est le jonia. Ce terme vient du mot mandé jaune, qui veut dire captif, mais ça désigne bien plus qu'une simple servitude. C'est là que ça devient intéressant. Dans ce système, un captif était intégré à une lignée. Il n'était pas une marchandise qu'on pouvait vendre. Et il pouvait même garder des droits et, tenez-vous bien, posséder des biens. Alors, regardons d'un peu plus près comment ça marchait. D'abord, le captif était lié à une famille, ce qui le rendait invendable. Mais ça va beaucoup plus loin. Non seulement il pouvait posséder des choses, mais il faisait partie intégrante de la structure politique de l'État. Et puis, il y a ce point qui est peut-être le plus fondamental. Ces enfants qui naissaient dans la maisonnée, les Woloso, eux, ils ne pouvaient jamais être vendus. La dignité de la descendance était donc préservée. C'est une rupture totale avec l'image qu'on s'en fait. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de ce système assez surprenant, mettons-le un peu en perspective. On va voir comment ces deux mondes, ces deux servitudes se posent de manière radicale. Le contraste, il est saisissant. D'un côté, la dignité, et de l'autre, la déshumanisation. Dans le système ionia, on a un captif intégré, une personne, un citoyen. Et dans le modèle de l'esclavage marchandise, on a une propriété, un bien immobilier, une marchandise. Les mots ont un poids, et ici, ils ravalent deux visions du monde qui sont juste irréconciliables. Et voici sans doute la différence la plus spectaculaire, la trajectoire de vie. Le système jaunien, en fait, il ouvrait la porte à une véritable mobilité sociale. Un captif pouvait gravir les échelons, accéder à de hautes fonctions, que ce soit dans l'armée ou l'administration. C'était une vraie voie possible vers l'influence et le pouvoir. En face, c'est la subjugation permanente. Un statut héréditaire sans aucune issue qui n'est conçu que pour une chose, extraire de la force de travail. Impensable tout simplement dans le contexte de l'esclavage transatlantique. Prenons un exemple concret et puissant. L'empire de Ségou. Là-bas, les Tondions, qui étaient ni plus ni moins les captifs de l'État, formaient tout simplement l'aristocratie militaire et administrative. Ce n'est pas juste une anecdote, c'est le fondement même du pouvoir de cet État. L'élite était composée de captifs. Et ce phénomène était loin, très loin d'être isolé. Au Mali et au Borno, les souverains utilisaient cette pratique avec une grande intelligence politique. En nommant des captifs à des postes clés, ils pouvaient contrebalancer le pouvoir de la noblesse de sang. À Kano, le souverain Sarki Rumfa a été un pionnier, le premier à confier les plus hautes charges de l'État à des eunuques et des captifs. Et que dire de l'exemple du Borno au XIXe siècle, où le dirigeant Al-Kanemi allait jusqu'à confier le gouvernement de ville entière à ses captifs les plus loyaux. Une confiance absolue donc. Mais alors, on peut se demander comment un système si structuré et si intégré a bien pu être balayé. Qu'est-ce qui a provoqué ce qu'on peut appeler la grande rupture ? Le point de bascule, c'est une demande qui vient de l'extérieur. Une demande massive, dévorante, insatiable pour alimenter les traites transatlantiques et transsahariennes. Cette pression économique monstrueuse n'a pas seulement influencé les systèmes en place, non, elle les a brisés, corrompus de l'intérieur, en changeant radicalement la valeur de la vie humaine. Les experts de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO sont formels, et cette citation est sans appel. Il n'y a aucune commune mesure entre le commerce des esclaves de la période que nous étudions et celui qui sera instauré sur les côtes atlantiques d'Afrique par les Européens. Autrement dit, on ne parle pas d'une différence de degré, mais bien d'une différence de nature. Ce sont deux phénomènes qui n'ont rien en commun. Et cette rupture, elle a suivi une logique implacable, une sorte de spirale destructrice. D'abord, la nouvelle demande pour les plantations. Très vite, l'objectif change. La guerre ne vise plus à conquérir des territoires, mais à capturer des êtres humains pour les vendre. Ensuite, une nouvelle économie toxique se met en place, le terrible cycle fusil-esclave. On échange des armes contre des vies, ce qui alimente des conflits toujours plus violents. Et le résultat final ? Des sociétés entières déstabilisées et des personnes qui passent du statut de captif intégré à celui de marchandises exportables. Pour bien prendre la mesure de cette hémorragie démographique, un seul chiffre, sur une seule période et dans une seule région. Entre 1711 et 1810,
810 000. 810 000 personnes arrachées à l'Afrique centrale et du Sud-Est pour être déportées vers les Amériques, en un siècle à peine. Ce chiffre, il illustre bien la violence et l'échelle sans précédent de cette rupture. Bon, tout ça nous amène à une question essentielle. Au fond, pourquoi est-ce si important de faire cette distinction aujourd'hui? En quoi ça change notre regard? En fait, comprendre le système Jonia, ce n'est pas juste un détail pour spécialistes, c'est redonner à ces sociétés précoloniales leur véritable histoire. Une histoire riche, complexe, avec ses propres logiques politiques et sociales. Et c'est surtout faire éclater cette vision monolithique et fausse d'un esclavage africain qui aurait toujours été le même. C'est rendre justice à une réalité qui était infiniment plus nuancée. Alors, on peut finir là-dessus. Savoir que la servitude n'a pas toujours été synonyme de déshumanisation, comment est-ce que ça change notre compréhension globale de l'histoire du monde? C'est une question qui, je l'espère, continuera de faire son chemin.